un journal présenté ce soir par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à toutes et à tous. Il savait faire rire en interprétant des personnages bougons et dépressifs. Hommage à Jean-Pierre Bacry dans ce journal. Comédien et scénariste célèbre pour son travail en duo avec Agnès Jaoui, il a succombé à un cancer. Jugé dès son retour en Russie, l'opposant russe Alexeï Navalny va rester en prison au moins jusqu'au 15 février. Les Nations Unies et l'Union européenne demandent sa libération immédiate. En France, les personnes de plus de 75 ans affluent dans les centres de vaccination anti-Covid. Il y a bien plus de demandes que de doses de vaccins disponibles, ce qui relance les critiques sur l'organisation de la campagne vaccinale. La crise sanitaire favorise l'essor du vélo électrique et une petite start-up associée à un grand groupe industriel espère devenir leader du vélo intelligent. C'est le thème de Demain l'écho, notre rendez-vous du lundi sur la transition économique. Il s'était fait connaître dans Cuisine et Dépendance, pièce coécrite avec Agnès Jaoui et devenue film à grand succès. Le comédien et scénariste Jean-Pierre Bacry a succombé à un cancer à 69 ans. Parmi ses nombreux talents, Anne Lamotte, il savait bougonner comme personne. Jean-Pierre Bacry, c'est d'abord l'écriture de pièces et de scénarios dans les années 90, décennie lors de laquelle il explose avec sa complice de toujours Agnès Jaoui. On se souvient de Cuisine et Dépendance, adapté à l'écran, de leur scénario de Smoking No Smoking et de On connaît la chanson d'Alain Resnais. Citons aussi Un air de famille de Cédric Klapisch ou Le goût des autres d'Agnès Jaoui au tout début des années 2000. Des comédies à la fois hilarantes, grinçantes, très tendres aussi, qui sont d'énormes succès. Bacry, c'est 4 Césars du meilleur scénario et puis un César du meilleur acteur dans un second rôle. On est en 98 dans On connaît la chanson d'Alain Resnais. À l'écran, c'est cet éternel, cet inimitable râleur qui ne sourit pas, qui ne sourit jamais. Quoi, c'est beau l'amour. La façon dont tu parles de ta femme, c'est beau. On sent toute la tendresse, toute la compréhension. Mais qu'est-ce que tu connais, toi? Tu vis avec quelqu'un? Qui en fait peu, et pourtant qui pensait, le modeste, en faire déjà trop. Il le disait sur notre antenne dans le tête-à-tête de Frédéric Tadei en 2012. En tant qu'acteur, j'essaie de soustraire un maximum. Et certains acteurs dont j'adore tellement la sobriété, je me dis, il faut arriver là, quoi. Il faut arriver à cette absence de volonté, cette absence d'ostentation. Et puis c'est tellement juste ce qu'ils font. Souvent, je regarde un film avec Agnès ou avec un ami, je dis, regarde, il fait rien, ce mec. Il fait rien, c'est formidable. Regarde ça, il a rien fait. Rien. La dernière fois qu'on a vu Jean-Pierre Bacry à l'écran, c'était en 2018, notamment pour Place publique, réalisé par celle qui l'aura accompagné toute sa vie, Agnès Jaoui. Il était là aussi, comme à ses débuts, à l'écriture de cette dernière comédie décapante. Je me sens comme une vieille merde, qu'à chaque fois que je me regarde dans la glace, j'ai envie de pleurer. Mais ça va, m'agresse pas. Mais c'est toi qui m'agresses. T'arrives, tu m'agresses. La voix de Jean-Pierre Bacry. Merci Anne Lamotte. Réaction attristée cet après-midi du metteur en scène Jean-Michel Ribes, directeur du théâtre du Rond-Point. Il salue l'authenticité de Jean-Pierre Bacry. Il se laissait pas avoir par des flatteries ou par je ne sais quelle volonté de se montrer ou de réussir. C'était quelqu'un qui choisissait ce qu'il voulait faire et qui l'écrivait quand il en avait envie. Ces états d'âme étaient des états d'âme qu'il transportait dans tous ses personnages, mais qui n'étaient pas forcément quelque chose c'était aussi une manière de jouer. Il était à la fois d'une sincérité absolue et en même temps, c'était un petit peu sa façon d'atteindre les autres. Quelle image de lui il me reste? Je pense que c'est Nos fous rires. C'est quelque chose d'incroyablement profond, bouleversant et ça faisait un bien fou. Parfois, on voyait que tout ça, toute cette histoire, il avait une espèce de sensation de la stupidité du monde et parfois on la partageait, on avait des fous rires infinis. Et si vous souhaitez réécouter Jean-Pierre Bacry au fil de différentes émissions sur nos ondes auxquelles il avait participé, rendez-vous sur franceculture.fr. Vous l'entendrez notamment interrogé par Caroline Brouet en 2018, à qui il confiait qu'il n'y a rien de mieux que la comédie dramatique pour dire la vie. En Russie, Alexeï Navalny appelle ses partisans à manifester contre le pouvoir. N'ayez pas peur, leur dit-il, descendez dans la rue, pas pour moi mais pour vous-même, pour votre avenir. L'opposant russe, victime d'un empoisonnement, avait été soigné en Allemagne pendant 5 mois. Il avait choisi de retourner dans son pays, mais dès son retour en Russie, il a été arrêté. Et au terme d'une audience express, un tribunal russe a ordonné son placement en détention jusqu'au 15 février. Pour l'instant, son arrestation fait surtout du bruit à l'extérieur de la Russie, avec de vives réactions de la part des pays occidentaux, Bertrand Galichet.
Les appels venus de l'Union européenne pour la libération d'Alexeï Navalny étaient prévisibles, autant que les demandes de sanctions formulées par plusieurs États géographiquement proches de la Russie. C'est le cas des pays baltes qui demandent à Bruxelles de discuter sans délai de nouvelles mesures de rétorsion contre Moscou. Parmi les enjeux, le projet de gazoduc Nord Stream 2 reliant la Russie à l'Allemagne. Le chantier avait repris en décembre après une interruption de près d'un an liée à de précédentes sanctions américaines, mais Berlin reste opposé à un nouveau gel des travaux. La question des sanctions, qui nécessite l'unanimité des États membres de l'Union européenne, devrait être débattue lundi prochain lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères des 27. À Bruxelles, Ursula von der Leyen demande la libération immédiate d'Alexeï Navalny. D'autres condamnations se sont rapidement succédées en provenance de plusieurs pays d'Europe, dont la France. En novembre dernier, Alexeï Navalny avait appelé les Européens, pour être crédibles dans leurs sanctions, à frapper au portefeuille les oligarques proches de Vladimir Poutine. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, s'est joint aux appels internationaux réclamant la liberté pour l'opposant russe. Et aux États-Unis, le secrétaire d'État Mike Pompeo, tout comme la future administration Biden, dénonce l'arrestation d'Alexeï Navalny. Bertrand Galichet. En Centrafrique, 3 semaines après le scrutin présidentiel et législatif, la Cour constitutionnelle confirme la réélection du président Touadéra. Il a été réélu dès le premier tour avec 53% des voix, loin devant l'opposant Anissé Georges Dologuélé, mais la participation était faible. Le président Touadéra s'est rendu cet après-midi à son QG de campagne, Charlotte Cosset. C'est sous haute sécurité que le président réélu est venu saluer son cercle proche. Le président Touadéra a rapidement répondu à la presse, saluant les Centrafricains qui avaient eu le courage de faire front aux groupes armés et d'aller voter malgré l'insécurité. Il a aussi tendu la main, rappelant qu'il était toujours temps de dialoguer. Si l'ambiance était aux réjouissances au QG du parti, la ville, elle, était très calme. Beaucoup sont restés chez eux de peur de problèmes sécuritaires. Cette élection s'est en effet tenue dans un contexte compliqué. Moins de 2 semaines avant l'élection, 6 groupes armés se sont coalisés et ont entamé une descente vers Bangui. Le but affiché, empêcher la tenue du scrutin. Dans ces conditions, environ la moitié de la population n'a pas pu aller aux urnes. L'opposition a déposé plusieurs recours en annulation à cause de fraude, dit-elle, mais aussi du faible taux de participation, 32,25% au final, selon la Cour constitutionnelle. Cette dernière a annulé le vote dans certaines circonscriptions, mais validé le scrutin dans son ensemble. La présidente Danielle Darlan a mis l'accent sur la détermination des populations. Le peuple était en guerre, a-t-elle déclaré. Charlotte Cosset à Bangui pour France Culture. En Afrique du Sud, la mutation du coronavirus détectée dans le pays en octobre dernier continue d'inquiéter les chercheurs. Cette mutation ne semble pas provoquer des formes plus graves de la maladie, mais elle s'impose de plus en plus rapidement et le pays recense déjà quelques 37 000 décès. Apparue dans le sud du pays, cette nouvelle souche aurait pu naître chez des patients dont le système immunitaire est moins solide, Claire Bargelès. Impossible pour les médias de pénétrer dans les hôpitaux, mais les images qui fuitent montrent des établissements submergés par les patients. Kevin Alama, porte-parole du syndicat hospitalier Ospersa, nous retrouve sur le parking de cet hôpital de Pretoria. Tout le monde a très peur de ce nouveau variant. Lors de cette deuxième vague, les chiffres sont très élevés. C'est terrifiant pour les soignants. Et on ne peut qu'espérer que les vaccins pourront toujours agir. Ouria Tegali fait partie de l'équipe qui a identifié ce nouveau variant. Et la chercheuse de 27 ans observe qu'il est de plus en plus présent dans les échantillons qu'elle séquence. Il est similaire à celui qui a été découvert au Brésil. Ils ont tous les deux des mutations en plus par rapport au variant britannique et elles sont un peu plus inquiétantes car elles ont davantage de conséquences sur le plan de la réponse immunitaire. Penny Moore travaille quant à elle sur des tests pour déterminer si ce variant peut réinfecter des personnes qui ont déjà eu le virus et si les vaccins seront toujours efficaces. Pour l'instant, on ne sait pas si ça peut avoir des répercussions sur les vaccins, mais si c'est le cas, il y a des technologies pour adapter ces vaccins de façon relativement rapide. Une réponse mondiale coordonnée est en train de se mettre en place pour se saisir du problème. Les réponses de ces premiers tests en laboratoire sont attendues d'ici les prochaines semaines. Claire Bargelès à Johannesburg. L'Afrique du Sud attend ses premières doses de vaccins d'ici le mois prochain et le patron de l'OMS lance un avertissement aux pays riches. Il leur demande de ne pas accaparer les vaccins contre le Covid-19 au détriment des pays pauvres. Le monde est au bord d'un échec moral catastrophique, déclare le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. 39 millions de doses de vaccins ont déjà été administrées dans au moins 49 pays riches. Dans le même temps, seulement 25 doses ont été administrées dans un des pays aux revenus le plus bas.
De quoi relativiser donc nos propres craintes de manquer de doses de vaccins. En France, les personnes de plus de 75 ans commencent à se faire vacciner, même s'il est souvent difficile pour l'instant de décrocher un rendez-vous. Tara Schlegel s'est rendue dans les Yvelines où 5 nouveaux centres de vaccination ont ouvert aujourd'hui. Parmi eux, le Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, situé sur la commune de Montigny-le-Bretonneux. Son ouverture a été décidée jeudi dernier. Dès le lendemain, l'Amicale des 3 villages, un réseau d'une cinquantaine de médecins, battait le rappel. Le docteur Michel Villiers-Moriamé revient sur cette mobilisation express. Il y avait un local, il y avait des moyens logistiques, mais il n'y avait pas de soignants à l'intérieur. Et donc, on s'est réunis en réunion en visio, on était une trentaine. On a réfléchi à la façon dont on allait pouvoir, avec notamment l'expérience de la maison de santé pluriprofessionnelle de Trappes, et la nôtre, comment on allait pouvoir s'organiser pour partir sur le long chemin de la vaccination, parce que c'est pas pour 15 jours, ça va être pour une longue période. Les 2 premières journées ont été remplies manuellement avec nos patients. Et puis on teste le système, on va voir combien de vaccins on peut faire. On va voir quel nombre de professionnels de santé, infirmiers ou médecins il nous faut. Et on va continuer à avancer comme ça, en plus de notre travail habituel. Moi, je me suis dégagé le lundi, je suis enseignant à la faculté. Je suis dégagé le lundi où j'ai un collaborateur. Et donc, c'est un jour de repos qui est occupé comme ça, bien sûr. Et l'avantage qu'on a, nous, c'est qu'on connaît les collègues, on peut les contacter et on va pouvoir gérer avec eux le planning, comme on gère déjà notre planning à la maison médicale de garde de Montigny. Et ça tourne maintenant depuis 18 ans. Le Vélodrome de Saint-Quentin dispose de 850 doses pour cette première semaine de vaccination. Une 3e étoile pour le chef marseillais Alexandre Mazzia. Le guide Michelin dévoile son palmarès alors que les restaurants sont toujours fermés. Le guide assure avoir testé autant de repas qu'en 2019 en réorganisant le planning de ses inspecteurs. Et si le guide Michelin a maintenu sa sélection, c'est justement en raison du contexte pour soutenir toute une profession, explique Gwendal Poulenec, le directeur international des guides Michelin. Il n'y a pas d'horizon certain et la difficulté, c'est de conserver les talents et les équipes pleinement mobilisées, alors qu'elles sont désœuvrées, alors qu'elles pourraient aller trouver aussi du travail ailleurs. Et un des messages de notre sélection cette année, c'est en récompensant le travail et en mettant en avant non seulement les métiers de cuisine, mais aussi l'ensemble des métiers qui font la restauration d'aujourd'hui, on encourage encore les jeunes, notamment, à se tourner vers ces filières en disant écoutez, il y a des problèmes qui sont conjoncturels. Le tunnel est encore probablement long, mais on sait qu'il va y avoir une lumière au bout et que si les clients sont au rendez-vous, il y aura une reprise. Donc la profession croit en elle, les chefs de France sont debout et c'est pour ça que nous avons choisi de faire cette révélation aujourd'hui à la Tour Eiffel. C'est que c'est pour nous un symbole de cette résilience, un symbole de cette France qui se dresse, qui reste conquérante et qui reste dynamique. Et on a vu, malgré les terribles difficultés de la profession cette année, que les talents se sont exercés, que beaucoup de chefs ont réussi même à franchir un cap dans l'excellence de leur table. Donc tant qu'il y a des savoir-faire, tant qu'il y a de l'envie, de la motivation, et tant que les clients conservent leur appétit, leur gourmandise, leur soif et leur curiosité de découverte, il y a de l'espoir. Et il y a 57 nouveaux promus dans ce cru 2021. Gwendal Poulenec, directeur international des guides Michelin, répondait à Anne-Laure Jumet. L'engouement des Français pour le vélo et notamment pour le vélo électrique s'est accru avec la crise sanitaire. Demain l'Écho, notre chronique du lundi sur la transition économique, s'intéresse à Angel, un vélo électrique connecté qui espère devenir leader mondial. Depuis le printemps dernier, il est produit dans les usines Seb, près de Dijon, où une 60aine de postes ont été créés. Ce projet est porté par Marc Simoncini, le créateur de Mythique, Annabelle Grelier. Quand elle s'est lancée en novembre 2019, l'équipe de Marc Simoncini pensait pouvoir se charger elle-même de la fabrication de ses vélos. Au départ, nous, on n'avait aucune idée de combien on allait être capable de vendre de vélos. On voyait bien ce que nos concurrents faisaient. Donc on s'est dit, écoute, si on arrive à vendre 1500 vélos la première année, on est vraiment déjà extrêmement content, quoi. Mais quelques mois plus tard, le confinement décuple la demande. On passe à 10 000 vélos par an.
Et là, c'est la partie la plus difficile de notre métier. C'est l'industrie. Il y a 500 pièces sur le vélo et qui arrivent de dizaines de fournisseurs partout dans le monde. Donc il faut que tout ça arrive au même moment. Il faut que tout ça soit conforme à ce qu'on a acheté. Enfin, c'est une complexité phénoménale au montage d'une usine. Plutôt que de se casser la tête à devenir industriel, il valait mieux peut-être pour Angel, une petite start-up, s'associer avec un des plus grands industriels du monde. C'est ce qu'on a fait. Et c'est le groupe SEB qui, en pleine pandémie, va réagir très vite et saisir l'opportunité. Cet atelier, il a été monté justement pendant le confinement. On a aménagé 800 mètres carrés d'un magasin de stockage qu'on a réaménagé et dédié spécialement à la fabrication des vélos. Sandrine Vanet, la directrice générale de SEB, nous fait visiter la chaîne de production. Voilà, c'est une zone confidentielle, mais on reçoit les pièces et on assemble le cadre dans le local qui est derrière vous. Vous avez ici un poste où on commence à assembler le guidon, puisque la particularité de ce vélo, c'est un smart bike. Il a énormément de pièces électroniques. Un procédé industriel particulièrement complexe que Stéphane Zenadja, en charge du projet Angel chez SEB, n'est pas peu fier de nous détailler. Un guidon de vélo traditionnel, c'est assez simple, mais celui-ci, il est très technologique. Il embarque des commodos qui vont vous permettre de jouer avec l'application, avec l'écran tactile. Vous allez pouvoir activer les clignotants qui sont intégrés dans le guidon. Il y a des vibreurs aussi qui sont cachés à l'intérieur des poignées. Donc le GPS, pour vous indiquer de tourner à droite, il va faire vibrer à droite. Vous n'avez pas la nécessité de regarder votre écran en permanence, ce qui en termes de sécurité est plutôt positif. C'est beaucoup plus qu'un guidon puisqu'il intègre tout un tas de fonctionnalités qui sont activables par l'utilisateur. Le groupe SEB, devenu partenaire industriel exclusif et actionnaire d'Angel, fabriquera désormais autant d'électroménagers dans son usine historique 10 sur Tille que de vélos. Une adaptabilité qui n'a pas été si compliquée à opérer, selon sa directrice générale, Sandrine Vanet. La particularité aussi de ce vélo, c'est qu'il a un très beau design. Et le design fait qu'on ne voit pas tous les fils. Donc tous les câblages doivent être passés à l'intérieur du cadre. C'est ce qui demande beaucoup de finesse et de dextérité. Aïcha peut peut-être en parler un petit peu plus parce qu'elle a été la première volontaire. On va dire que ça change d'une friteuse parce qu'une friteuse, on a à peu près une 50aine de pièces et le vélo, on a à peu près 160 pièces. Mais ça reste, comme dit Sandrine, ça reste du câblage. Mais aujourd'hui, notre volonté, c'est vraiment que la majeure partie des salariés soient polyvalents et puissent passer d'une ligne à une autre et d'un produit à un autre. Et c'est pas trop dur? Pas du tout. Aujourd'hui, nous, on sait tout faire. Aujourd'hui, le client qui va nous acheter une friteuse pourra nous acheter aujourd'hui un vélo. 1500 vélos sortent de l'usine chaque mois. Un nouveau modèle est déjà en prévente. Angel ambitionne de devenir le leader mondial du vélo intelligent. Sa phase de commercialisation en Europe débutera au second semestre 2021. Le lancement de sa version américaine est prévu pour 2022. Demain l'écho, une chronique signée Annabelle Grelier à lire ou à écouter sur franceculture.fr. La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, a finalement tranché. Les déchets de l'ancienne mine de potasse Stocamine de Wittelsheim dans le Haut-Rhin sont définitivement confinés sans déstockage complémentaire. Après des années de débats et de tergiversations, c'est une déception pour ceux qui espéraient que l'on retirerait un maximum de déchets dangereux avant de fermer le site. Véronique Ruberotte. Stocamine ou l'histoire d'un raté industriel et environnemental. Quand la décision est prise dans les années 90 d'enfouir des déchets industriels dangereux dans les galeries d'une ancienne mine de potasse à 550 mètres de profondeur, tout paraît presque idéal sur le papier. Reconversion d'un site minier qui devait accueillir 320 000 tonnes de déchets toxiques pour une durée maximale de 30 ans. Il était prévu que ce stockage souterrain soit réversible, qu'on puisse en extraire un jour les terres polluées à l'arsenic, le cyanure, le mercure et autres poisons. Mais en septembre 2002, un incendie bloque l'exploitation du site. 44 000 tonnes de matériaux pollués y sont déjà entreposées. Depuis, au gré des différentes décisions des gouvernements successifs, environ 2000 tonnes de déchets contenant notamment du mercure ont été extraits. Le reste sera donc définitivement abandonné sous terre, annonce la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, et les galeries, certaines en très mauvais état, scellées par des bouchons de béton. Elle débloque parallèlement une enveloppe de 50 millions d'euros pour protéger la nappe phréatique d'Alsace sur les 5 prochaines années. C'est une vraie menace pour Yann Flory, le porte-parole de l'association des Stocamines.
il redoutait ce stockage pour l'éternité. Ça fait 20 ans qu'on essaye de faire sortir ces déchets parce que pour nous c'est la meilleure des solutions et on a attendu 20 ans pour cette nouvelle-là. Franchement, c'est malheureux, c'est minable, c'est une très mauvaise nouvelle. Tant pis pour Madame Pompili, son nom sera synonyme de catastrophe écologique, quoi, voilà. Pour une ancienne écologiste, franchement, c'est pas fort. Elle sera jugée par contumace dans, je sais pas, un siècle, 2 siècles. Que vous dire d'autre ? Le député LR du Haut-Rhin, Raphaël Schellenberger, y voit une décision cynique. En 2018, un rapport parlementaire recommandait de retirer les déchets toxiques. Véronique Rebeyrotte. Alors que l'examen du projet de loi sur le séparatisme débute à l'Assemblée en commission, Emmanuel Macron se félicite d'une clarification de l'organisation du culte musulman. Le chef de l'État a reçu à l'Élysée les représentants du CFCM venus lui présenter la charte qu'ils ont élaborée. Une charte des principes de l'islam de France. Elle affirme la supériorité de la République sur les principes religieux, le refus de toute ingérence étrangère et le rejet de l'islam politique. Pour l'instant, 5 fédérations du Conseil français du culte musulman ont signé cette charte. Les 3 autres auraient besoin d'un peu de temps pour la présenter à leurs adhérents. Demain mardi, de la pluie au nord du pays, mais un soleil assez généreux sur la moitié sud. Les températures minimales varieront entre -3 et +10 degrés. Les maximales remonteront entre 4 et 12 degrés sur la moitié nord, entre 10 et 15 sur les régions méridionales. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.